Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Lui, il s'appelle Éric Morin, il est réalisateur. Elle s'appelle Évelyne Morin, elle est recherchiste. Bon, les gens pensent qu'ils sont frères et sœurs. Les gens pensent aussi que nous, on sort ensemble, que nous, on est des sœurs. Puis les gens pensaient, à Toronto, qu'on était un groupe rock. Bon. Mais cette semaine, vous allez voir tout sur Mange ta ville. On va vous révéler l'envers du décor. On va vous dévoiler notre face cachée. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. On va entrer dans les coulisses, faire tomber les masques, on va s'intéresser à ce qui reste dans le noir. On va faire clic, il fait clair, vive la lumière, sur la face cachée des artistes. Il faut dire qu'un paquet d'artistes ont changé de face en cours de carrière, comme Prince, qui est devenu The Artist Formerly Known as Prince, puis Témoin de Jéhovah, après avoir eu pendant des années une démarche artistique sexuellement explicite et ambiguë. Francis Martin aussi a quitté le showbiz et les femmes d'expérience pour devenir James K. Field, son double spirituel. Michael Jackson, lui, a littéralement changé de face. Il est passé du noir au blanc, d'enfant star à mégastar, à star déchue méconnaissable. Madonna, elle, a enfilé plusieurs faces, celles de bombe sexuelle, de geisha, de cowgirl, de disco queen ou de yoga master. Et ça, c'est sans compter les mystères de la face cachée de la lune, du soldat sans nom, de la bouffe sans nom, des aliments non identifiables comme le Cheese Whiz. Bienvenue, madame, monsieur, dans la face cachée du monde. Donc aujourd'hui, vous allez voir tout sur nous, amateurs de secrets de stars à vos magnétoscopes. On va vous présenter la face cachée de la danse avec un projet qui souligne le poche, le kitten, les plaisirs coupables en danse. En perfo, un gars qui surfe sur la frontière entre underground et culture pop, Alexandre Desilets. On va plonger dans un genre littéraire qui est à la fois ultra populaire et mal aimé des critiques, l'autobiographie impudique et sirupeuse. Et on commence avec une fille qui dévoile des tranches de vie dans l'émission Tout sur moi. C'est ma voisine, Macha Limonchik. J'avais le goût de boire du sirop d'érable. Je me suis dit, ça, je vais faire des crêpes. Okay. Mais j'ai comme... faire des mais j'ai comme pas d'œuf, pas de farine, pas de lait. Oui, j'ai tout ça. Okay. Je pense que j'ai tout ça. Mais toi, as-tu un peu de temps devant toi aussi? Oui. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cool, hein? Non, c'est parce que je t'explique très rapidement, là. Ça fait 4 ans, grosso modo, qu'on essaie d'avoir Marc Labrèche en entrevue. Puis on comptait vraiment sur lui pour l'émission de cette semaine, sur la face cachée, parce qu'il fitait parfaitement dans notre thème. Puis Marc Labrèche, non seulement il nous ignore, mais il nous raccroche au nez quand on appelle. En tout cas, ça va pas super bien. On n'a pas d'invité. OK, vous avez un bouche-trou. Bon, oui, c'est vrai que c'est un peu précipité, mais c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on essaie d'avoir Marc Labrèche. Ça marche pas. Là, on était dans le marre. Je suis pas maquillée, rien, là. Non, mais c'est pas grave. Nous, on est prêts. On peut-tu en profiter pour parler de Tout sur moi, la 3e saison? Oui, mais brièvement, je pense. Hein? Macha, t'es bien? Oui, je suis bien. Oui, on est confortable. J'aimerais ça m'accoter, mais on m'a dit ici. C'est ça. Ça serait mieux de m'avancer. Mais c'est un divan où on a le goût, oui. C'est cruel. Ça. Macha, est-ce que c'était un rêve ou un désir pour toi d'être connue quand tu étais plus jeune? Oui. Oui. Pas nécessairement d'être une vedette, mais qu'on me voit. J'étais plutôt... je me sentais en tout cas plutôt nerd et pas vraiment voyante, visible. Oui. Et puis donc d'être vue, mais au sens plus profond puis plus large que d'être connue dans la rue. Allô, je te connais, je t'ai vue. C'était quelque chose de plus profond qui est disparu au fil du temps, ça. D'ailleurs, j'aime mieux être en salle de répétition au théâtre que d'être sur scène à jouer. Ah oui? Je pourrais répéter le show, jamais le jouer. Et tu serais heureuse avec ça? Je serais assez heureuse, oui. Le fait que tu sois si secrète puis qu'on sache à peu près rien de ta vie privée, de faire un show comme Tout sur moi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Bien, c'est un plaisir un peu pervers. Puisqu'on ne dit jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Même à l'équipe sur le plateau, c'est très rare qu'on va dire « Mon Dieu, ça c'est vrai ». C'est très, très rare qu'on va le faire. On est vraiment protégé par cette espèce de ligne de conduite qu'on s'est donnée. Mais en même temps, ma vie, c'est tellement autre chose aussi que ça. Puis je suis pas aussi cave. J'espère que dans Tout sur moi... Non, mais j'ai des fois, j'aurais le goût de faire, mais je fais autre chose que des niaiseries. Ouais. J'en fais des niaiseries, mais je fais autre chose. Je fais pas que ça. Je fais pas que ça. Je suis autre chose que ça. Mais je pense que les gens s'en doutent bien. Comme quand t'as joué dans La Vie, la vie. C'était un personnage très marquant, une série très marquante. J'imagine que les gens t'ont associé beaucoup à ce personnage-là. Que les gens voulaient que tu sois comme ça. Ou... Mais ces deux personnages, et Macha Limonchik et Claire,
où j'ai mis beaucoup de moi. Évidemment, Macha, j'ai mis beaucoup de moi. Forcément. Mais Claire aussi, j'y avais mis beaucoup de moi, de mes névroses, de ma façon de vivre des névroses. Oui. Quand tu as choisi d'être actrice, j'imagine qu'il y avait une partie de ton choix qui était due à un désir d'interpréter plein de personnages très riches, très colorés, porteurs de quelque chose. Est-ce que tu pensais qu'un jour, toi, tu deviendrais un personnage, que tu avais de la matière? Non, puis même tu me le dis, puis je l'entends pas. Non? Je suis pas un personnage. Mais t'as inspiré un personnage quand même. Ben c'est quelque chose, ça. Oui, ça, c'est très humiliant. C'est très humiliant. Je pensais qu'elle allait dire que c'est... Non, il n'y a pas une journée... c'est gratifiant. Super... c'est super le fun parce qu'on n'a pas inspiré quelque chose à n'importe qui. On a inspiré ça à Stéphane Bourguignon qui écrit vraiment très bien. Oui. Fait que ça, c'est le fun, mais il n'y a pas une journée de tournage où on se dit pas dans la journée, où il n'y a pas une réplique qui nous... je peux pas croire qu'il a vu ça en moi, puis je peux pas croire que je vais présenter ça au monde. Mais on sait que les gens savent pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais entre nous trois, Éric, Valérie et moi, on sait... ce qui est vrai et ce qui est puis faux. il n'y a pas une journée où on n'est pas gêné. Ce qui fait notre particularité, puis ce qui a, je crois, allumé Stéphane, c'est cette façon de toujours rire de soi et de se montrer entre nous trois nos travers les plus pathétiques, d'en rire et de jamais se juger. Et ça, il avait rarement vu ça. Puis je sais pas si ça nous fait rire. C'est ce qui nous sauve tout le temps. Ça nous fait rire. Ben merci. De rien, ça fait plaisir. Là, tu peux t'évacher. Non, on peut s'évacher. C'est le moment. Parce que je m'endorme parce que j'ai pas fini mon tournage. Je suis si fatiguée. Macha, je l'ai toujours trouvée tellement belle, tellement fine, puis tellement généreuse. T'oublieras pas les grilles, hein, parce que souvent les aliments, ça colle là-dessus. J'ai su que c'était avec toi l'entrevue, finalement. Ben oui, c'est avec moi. Je sais que c'est peut-être décevant, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, Pierre-Luc pouvait pas, puis Rémi-Pierre Paquin pouvait pas non plus. Mais c'est vrai qu'on voulait Rémi-Pierre Paquin. Oui, mais il pouvait pas. Mais il pouvait pas. Il est plus connu. Kim Lavac-Paquin, honnêtement, moi, je le connaissais pas. Ouais. OK, ben regarde, c'est pas grave, là. On va faire ça ici, hein? Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Excellent, OK. excellent. Tu partages une étrange passion, toi, Kim, avec d'autres amis comédiens. Une passion pour l'autobiographie. Oui. Pourquoi? Quand tu fais le tour de la littérature québécoise, tu te rends compte qu'il y a des trésors cachés. Ça, c'est vrai. Particulièrement dans le domaine de l'autobiographie. Oui. Le manque de pudeur de certaines personnes, et il faut le noter. Il lui arrivait souvent, en me faisant l'amour, de me tirer les cheveux par des gestes malhabiles. C'est peu après ce mariage religieux que j'ai convaincu Jacques d'accepter un pacte de chasteté. J'ai dû me montrer assez persuasive, puisqu'il a dit oui. C'est une célébration de l'autobiographie par des gens qui ont été ou qui sont des personnalités connues ou qui ont été brièvement connues ou plus longuement connues, c'est selon l'opinion de chacun. Des fois, j'ai un peu de difficulté à prendre une décision. Disons pour des choses banales. Mais il y a toujours des moments où on se dit « Qu'est-ce que je veux exactement? » Alors, j'ai inventé un jeu. Pile ou face. C'est un genre qui est très mal aimé des critiques, ça, c'est sûr. Tout à fait. Mais qui est très populaire auprès du public. Oui. Parce que ça vend quand même l'autobiographie. Les lofters, tous les lofters maintenant font une autobiographie. Le magazine La Semaine m'avait même consacré sa première page pendant que je me débattais dans le loft. Elisabetta, la nouvelle star du Québec. Quelle surprise! Quelle bonne idée de la part du magazine La Semaine. C'est des gens qui veulent profiter d'un petit hype là, qu'il y a sur leur personnalité puis qui veulent mousser leur candidature à être une vedette et qui décident que l'écriture d'un livre est une bonne idée. Bon, il y en a qui font affaire avec des écrivains ou des correcteurs qui sont pas pires, mais il y en a d'autres qui le font par eux-mêmes. C'est surtout dans ces moments-là qu'on trouve des morceaux de qualité. Dollar, mon agent, reçoit un coup de téléphone des directeurs de la publicité chez Coca-Cola. Ils veulent Martin Stevens pour une publicité destinée au public québécois. Et ils offrent beaucoup d'argent. 35 000 $. Je refuse. Je suis un buveur de Pepsi. J'écris.
Je suis désolé. Toi, si t'écrivais ta propre autobiographie, ça s'appellerait comment, le titre? Je dirais il n'a jamais été trop loin. Ouais. Vous savez qu'il y a des reportages à Mange-ta-Ville. Donc là, ça va être le moment de regarder un topo. Excusez, allô? Ça va bien? Allô, je suis contente. Salut! Allô, Catherine, Salut, excuse-moi. Eric! Est-ce que... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, je dérange carrément. Bon, on est en plein tournage. Oh! Je peux te parler 2 secondes, OK. excuse-moi? C'est juste parce que je viens de voir Macha sortir avec... Oui, on vient de trucs. tourner avec Macha. Non, je vais être direct, c'est juste que Il me semble que j'avais parlé tout sur moi quand on avait fait notre entrevue, tu sais, c'était le fun avec le réalisateur était super content, il m'a serré la main. Oui. Tu trouves Macha plus articulée que moi? Y a-tu des... Non, mais j'ouvre mon rideau, je vois Macha qui sort, ça m'insécurise, tu sais, tu comprends-tu? Je viens juste vérifier. OK. Mais regarde, on va en reparler. Garde ça. Non, mais garde ton idée. Moi, je vais juste continuer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de présenter un reportage de Mange-ta-Ville, puisque c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, le reportage qu'on va regarder, c'est sur un spectacle qui s'appelle « Dieu ne t'a pas créé juste pour danser ». C'est un spectacle qui veut souligner le poche, le quétaine, les clichés de la danse. OK. Marie Bélan, en fait, celle qui a créé le spectacle, c'est un peu la MC Gilles de la danse. OK. MC Gilles, ce qu'il fait pour la musique. Et d'ailleurs, c'est drôle, elle a choisi MC Gilles comme directeur musical du spectacle « Dieu ne t'a pas créé juste pour danser ». Reportage. Toi, t'as dansé à une époque, non? Oh oui, mon Dieu, il y a longtemps. 5 ans, une période de 5 ans, mais j'ai arrêté. T'étais danseur, c'est ton titre? Tu disais « Bonjour, je suis Éric Bernier, je suis danseur ». C'est quoi, c'est ton méprisant-là, danseur? Non. Non, je suis pas, tu sais, je dis, je suis acteur, danseur, je suis même chanteur si je veux. Je peux faire ce que je veux. Ça, c'est vrai. Catherine. Ça, c'est vrai. Excuse-moi, je pensais pas que j'avais eu un ton méprisant, c'est pas ça. C'est... L'intention de départ, c'était de travailler sur le poche. Je m'inspire beaucoup du travail d'MC Gilles, qui est mon principal collaborateur sur ce show-là. J'écoute son émission depuis longtemps où il fait jouer de la musique de sous-sol. Je voulais voir si ça pouvait être transféré à la danse. Cet esprit-là d'être dans le mauvais, mais d'être en même temps dans le plaisir coupable, dans l'espèce d'affaire quétaine, poche, kitsch, qu'on aime pareil. Moi, je connais le chemin du seul. J'ai aussi été puisée dans les travers de la discipline contemporaine. Qu'est-ce qu'on entend par danse contemporaine? Qu'est-ce que les gens qui connaissent plus ou moins ça ont comme image dans leur tête, comme cliché? Fait qu'on est allé travailler les trucs super formels, les grands battements, la fameuse crise en danse contemporaine, la nudité, toutes les choses qu'on voit passer beaucoup dans les spectacles, puis qui deviennent comme un peu la marque de commerce de la danse. Danse et humour vont bien ensemble, mais le travail pour arriver à ça, je pense, il doit être d'une extrême rigueur. C'est pas vrai qu'en travaillant sur le poche, on peut se permettre d'être poche. Au contraire, il faut être hyper rigoureux puis à la limite hyper bon pour que le poche puisse passer, ou en tout cas pour qu'on puisse le lire au bon endroit. Ces pensées éparses